22 mars 1945. La nuit est claire de lune et froide le long du Rhin, près des Oppenheim, en Allemagne. Des vedettes d'assaut américaines se glissent silencieusement dans l'eau, transportant des soldats de la 3e armée du général George Patton. Pas de préparation d'artillerie, pas de frappes aériennes, juste le silence et la vitesse. En quelques heures, des milliers de soldats américains ont franchi le dernier rempart naturel de l'Allemagne avant le cœur du Reich. Dans son quartier général souterrain à Berlin, Adolf Hitler reçoit la nouvelle et ordonne immédiatement une contre-attaque pour éliminer la tête de pont. Ses généraux ordonnent une riposte qui marque la véritable fin du Troisième Reich. Il n'y a pas de réserve disponible. Pour la première fois, Hitler ne peut pas mobiliser des forces qui n'existent pas. Le ministre de la Propagande, Josef Goebbels, confère à son journal que la situation est entrée dans une phase extraordinairement critique, presque mortelle. Les traversées du Rhin scelleront le destin de l'Allemagne dans les 6 semaines à venir. Il s'agit de l'effondrement stratégique qui a suivi la traversée de Patton, des décisions de commandement qui ont révélé l'épuisement de l'Allemagne et de l'impact psychologique qui a finalement brisé la volonté de résistance de la Wehrmacht. La rivière Rhin avait protégé les territoires germaniques pendant 2000 ans. Les légions romaines avaient lutté pour la traversée. Les armées médiévales s'étaient battues pour le contrôle de ces ponts. En mars 1945, elles représentaient le dernier avantage défensif de l'Allemagne à l'ouest, avec une largeur variant de 210 à 60 mètres, gonflée par les pluies printanières et la fonte des neiges. La Rhin était en crue. Les courants rapides rendaient le franchissement impossible. Tous les ponts que les Allemands pouvaient détruire l'avaient été. Les planificateurs alliés savaient que le franchissement de cette barrière exigerait des ressources massives, une planification minutieuse et des pertes considérables. Le maréchal Bernard Montgomery préparait l'opération blindée depuis des semaines. Son plan prévoyait un assaut soigneusement orchestré impliquant près d'1 million d'hommes, des milliers de pièces d'artillerie, un appui aérien massif et des parachutages derrière les lignes allemandes. L'opération était prévue pour le 23 mars et était conçue comme le principal effort allié, comparable au débarquement de Normandie par son ampleur et sa complexité. Montgomery estimait qu'une telle force écrasante était nécessaire pour percer les défenses allemandes et établir une tête de pont sécurisée. Mais le 7 mars, un événement inattendu se produisit. Des éléments de la 9e division blindée atteignirent la ville de Ragan et découvrirent que le pont ferroviaire de Ludendorff était toujours debout. Les ingénieurs allemands l'avaient piégé avec des charges explosives, mais lorsqu'ils tentèrent de le détruire, seule une partie des explosifs explosa. Les forces américaines s'emparèrent immédiatement du pont et commencèrent à y faire passer des troupes. En 10 jours, 6 divisions et 25 000 hommes établirent une tête de pont sur la rive orientale du Rhin. Le passage de Ramagan changea tout. Il prouva que les défenses allemandes n'étaient pas aussi redoutables qu'on le craignait. Plus important encore, cela démontra que la rapidité et l'audace pouvaient accomplir ce qu'une préparation minutieuse aurait pu réaliser à un coût bien plus élevé. Le pont lui-même s'effondra le 17 mars après avoir subi des bombardements d'artillerie allemands répétés et la pression d'un trafic dense et continu. Mais à ce moment-là, les sapeurs de combat américains avaient construit plusieurs ponts de bateaux et ponts à voie ferrée. La tête de pont était sécurisée et en cours d'agrandissement. Le général George Patton suivit ces développements avec un vif intérêt. Sa 3e armée avait progressé à toute vitesse vers l'est à travers la région du souverain Palatinat, détruisant les forces allemandes à l'ouest du Rhin lors d'une campagne qui fit plus de 68 000 prisonniers. En seulement 5 jours, à la mi-mars, les forces de Patton avaient atteint le Rhin en plusieurs points au sud de Remagen. Ils pouvaient constater que la résistance allemande avait considérablement diminué. Les divisions Wehrmacht qui avaient combattu avec tant d'acharnement pour chaque village et chaque passage de rivière étaient maintenant en train de se désintégrer sous la pression implacable des Alliés. Patton avait reçu l'autorisation du général Omar Bradley de tenter une traversée d'assaut dès que possible. Les mots exacts de Bradley étaient caractéristiques,
prenait la Rhine à l'assaut. Cela correspondait parfaitement au tempérament de Patton. Il n'avait aucun intérêt à attendre une préparation massive ni à rivaliser pour les ressources avec l'opération de Montgomery. Il voulait devancer Montgomery sur la rivière et prouver que l'audace américaine pouvait accomplir ce que la prudence britannique exigeait, des semaines de préparation. Plus important encore, il pensait que chaque jour de retard coûtait inutilement des vies américaines. Patton choisit la 5e division d'infanterie du major-général Leroy-Irwin pour mener la traversée. La division avait déjà fait preuve d'une compétence exceptionnelle en traversant les rivières Kyle et Moselle, et en perçant la ligne de Siegfried. Patton la considérait comme l'une de ses meilleures unités. Il ordonna à toutes les compagnies de génies de combat, équipées de bateaux et de matériel de pontage, de se déplacer immédiatement vers la rive ouest du Rhin. Il mobilisa également les péniches de débarquement de la marine et des gardes-côtes qui suivaient l'avancée vers l'intérieur des terres. Anticipant précisément ce moment, le plan était simple. Traverser à Oppenheim, sans bombardement préliminaire. Établir une tête de pont avant que les Allemands ne puissent réagir, puis s'étendre rapidement, avant qu'ils ne puissent organiser une contre-attaque. Juste avant minuit, le 22 mars 1945, les premières péniches d'assaut, transportant des soldats de la 5e division d'infanterie, pénétrèrent dans le courant du Rhin à Nierstein, près d'Oppenheim. L'emplacement avait été soigneusement choisi. Les services de renseignement allemands avaient identifié Oppenheim comme l'un des 3 sites le long du Rhin, les plus propices aux tentatives de traversée alliées. Mais l'essentiel des forces allemandes du secteur s'était regroupé bien au sud de la zone après des retraites précédentes. Le général Hans Felbur, commandant la 7e armée allemande, savait que sa force de réserve, la 159e division de grenadiers Vulk, représentait son seul espoir d'empêcher une traversée immédiate. Mais ses troupes étaient dispersées et en sous-effectif. L'approche américaine violait la doctrine militaire conventionnelle. La procédure standard exigeait une préparation massive d'artillerie pour neutraliser les défenses ennemies avant une traversée d'assaut. Patton ordonna le silence, pas d'artillerie, pas de frappes aériennes. Les premiers signes allemands les défenseurs allaient recevoir. L'infanterie américaine apparaissant sur leur rive du fleuve. 13 bataillons d'artillerie et 7500 sapeurs de combat étaient prêts à appuyer l'opération si nécessaire. Mais Patton pariait que la surprise serait plus précieuse que la puissance de feu. Le pari réussit au-delà de toute espérance. Les péniches d'assaut débarquèrent sur la rive et sans rencontrer de résistance. Les défenseurs allemands n'avaient pas détecté la traversée, tandis que des vagues supplémentaires de troupes traversaient. Les Américains ne rencontrèrent qu'une résistance sporadique. En 3 heures, 3500 hommes atteignirent la rive et, à 7 heures du matin, l'artillerie allemande localisa enfin le point de départ, touchant directement du matériel et tuant la seule victime de la marine pour toute l'opération, le lieutenant de vaisseau Vincent Avalon. Mais à ce moment-là, la traversée était irréversible. Les péniches de débarquement de la marine et des gardes-côtes commencèrent à faire traverser véhicules et matériel lourd en un flot continu. Les LCVP et LCMS, qui avaient servi lors du débarquement de Normandie, transportèrent alors troupes et chars à travers le dernier barrage fluvial allemand. Les sapeurs travaillèrent par roulement de 6 heures pendant 3 jours consécutifs sans repos, construisant des pontons pour supplémenter le trafic fluvial. À la tombée de la nuit du 22 mars, la 5e division d'infanterie avait établi une tête de pont à 8 km de profondeur. Plus de 2500 soldats allemands s'étaient rendus. Les pertes américaines furent remarquablement légères, 42 tués et 151 blessés. Les Allemands furent totalement surpris. La traversée de Patton avait réussi sans les préparatifs massifs que Montgomery jugeait nécessaires. Plus significatif encore, elle avait eu lieu la veille du début prévu de l'opération Plondée de Montgomery, lorsque le quartier général de Bradley annonça la nouvelle de la traversée à la presse. Le moment choisi fut calculé pour détourner l'attention de l'opération de Montgomery. Patton avait atteint exactement son objectif, devancer le commandant britannique à travers la Rhine et prouver que les forces américaines pouvaient accomplir par la rapidité ce que d'autres exigeaient d'une force écrasante. Patton pouvait à peine contenir sa satisfaction.
Le 24 mars, debout sur un ponton construit par ses ingénieurs, il se soulagea dans la Rhine. Sous les yeux de ses hommes et des caméras de télévision. Il envoya plus tard un message au commandant suprême Dwight Eisenhower qui reflétait son attitude irrévérencieuse. « Je viens de pisser dans la rivière Ryan, pour l'amour de Dieu et de l'essence. » Ce geste grossier symbolisait son mépris pour les défenses allemandes qui s'étaient effondrées devant son avancée. Mais la traversée de Patton représentait plus qu'une gloire personnelle ou une rivalité avec Montgomery. Elle démontrait que les capacités défensives allemandes s'étaient effondrées. La troisième armée effectuera 3 autres traversées de la Rhine. La semaine suivante, à Borde le 25 mars, à Saint-Gor le 26 mars et à Mines le 28 mars. À chaque fois, la traversée réussit sans préparation d'artillerie préalable. Fin mars, le 12e groupe d'armée de Bradley avait établi 4 têtes de pont solides. Sur le Rhin, les forces américaines étaient désormais en position de pénétrer profondément à l'intérieur de l'Allemagne. La barrière stratégique, qui avait protégé le cœur de l'Allemagne, pendant des millénaires avait été percée en plusieurs points, et le Wehrmacht n'avait plus la force de colmater les brèches. Dans son quartier général souterrain, sous la chancellerie du Reich à Berlin, Adolf Hitler apprit avec inquiétude la traversée d'Oppenheim. Le Rhin était le dernier espoir de l'Allemagne d'établir une ligne de défense capable de retarder l'avancée des Alliés suffisamment longtemps pour qu'un miracle politique sauve le Reich. Hitler croyait encore que l'alliance contre nature entre les démocraties occidentales et l'Union soviétique s'effondrerait, que l'Amérique et la Grande-Bretagne réaliseraient que leur véritable ennemi était cette Allemagne de pacotille. Il s'accrochait à des parallèles historiques, notamment la mort subite de l'impératrice russe Élisabeth qui avait sauvé Frédéric le Grand pendant la guerre de 7 ans. Un coup de chance comparable sauverait l'Allemagne si la Wehrmacht parvenait à tenir suffisamment longtemps. Le passage d'Oppenheim menaçait cette illusion, contrairement à la prise accidentelle du pont de Ramagan qui pouvait être attribué à la chance. Le passage d'assaut délibéré de Patton démontrait que les forces allemandes ne pouvaient plus empêcher les opérations alliées. Hitler ordonna immédiatement à la Wehrmacht de contre-attaquer et d'éliminer la tête de pont américaine. Cet ordre reflétait sa réponse habituelle à toute percée alliée, tenir bon et contre-attaquer. Tout au long de la guerre, Hitler avait interdit les retraites stratégiques, insistant pour que les forces allemandes se battent pour chaque mètre de terrain. Cette doctrine avait parfois réussi à prévenir la panique et à stabiliser les lignes de défense, mais en mars 1945, elle était devenue une recette pour l'anéantissement. La réponse qu'Hitler reçut de ses commandants militaires marqua un tournant décisif. Aucune réserve n'était disponible pour lancer une contre-attaque contre la tête de pont d'Oppenheim. Cet aveu fut dévastateur. Pour la première fois, Hitler ne put appeler de renfort car ses forces n'existaient tout simplement pas. La Wehrmacht avait été exsangue après 5 ans de guerre sur de multiples fronts. Les pertes catastrophiques sur le front de l'Est, les batailles d'Usuran, Italie et l'érosion constante des divisions allemandes en France avaient consumé les forces militaires de l'Allemagne. L'échec de l'offensive des Ardennes en décembre avait épuisé les dernières réserves opérationnelles de l'Allemagne sans atteindre aucun objectif stratégique. Le général Felbé comprit que sa situation était désespérée. Sa 7e armée était composée de restes épuisés, à peine dignes du nom de division. De nombreuses unités étaient constituées de traînards rassemblés à la hâte, d'adolescents des jeunesses hitlériennes, de vieillards de la garde nationale de Vulcairme et de volontaires étrangers réticents. Ces troupes manquaient d'entraînement, d'équipement et de commandement. Elles n'avaient certainement pas la puissance de combat nécessaire pour déloger une tête de pont américaine en expansion rapide, soutenue par une artillerie écrasante et une supériorité aérienne totale. Hitler refusait d'accepter la réalité. Il continuait de donner des ordres de contre-attaques impossibles à exécuter, exigeant des commandants qu'ils tiennent des positions intenables et menaçant de graves conséquences, tout général autorisant une retraite. Mais ces ordres étaient de plus en plus déconnectés de la situation réelle sur le front. Les commandants allemands étaient confrontés à un choix impossible.
obéir aux ordres d'Hitler et regarder leurs unités se faire anéantir dans des gestes féodaux, ou prendre des initiatives et risquer l'exécution pour défaitisme. Les traversées du Rhin accélérèrent cette paralysie du commandement, avec les forces alliées désormais établies sur la rive orientale du fleuve en plusieurs points. Toute riposte allemande coordonnée aurait nécessité le déplacement de troupes entre les secteurs menacés. Mais l'obstination d'Hitler à tenir toutes les positions simultanément rendait une telle flexibilité impossible. Les unités allemandes qui auraient pu se concentrer pour contre-attaquer une tête de pont restèrent dispersées, défendant partout et donc fortes nulle part. Le résultat était prévisible. Les têtes de pont alliées s'étendirent tandis que la résistance allemande s'effondrait. Les opérations militaires nécessitent des réserves pour les contre-attaques, pour combler les brèches dans les lignes de défense et pour offrir des options aux commandants. En mars 1945, la Wehrmacht ne possédait aucune de ces capacités. L'aveu qu'il n'existait aucune réserve pour contre-attaquer à Oppenheim équivalait à admettre que la guerre était perdue. Hitler ne pouvait reconnaître cette réalité, mais ses commandants la comprenaient avec une clarté absolue. La question n'était plus de savoir si l'Allemagne serait vaincue, mais à quelle vitesse l'effondrement surviendrait et combien de vies seraient perdues dans l'inévitable conclusion. Joseph Goebbels avait été le ministre de la propagande d'Hitler depuis 1933. Pendant 12 ans, il avait élaboré le message du parti nazi, contrôlé les médias allemands et il a maintenu le moral de la population malgré les revers successifs. Maître de la manipulation psychologique, il comprenait que contrôler le récit était aussi important que de gagner des batailles. Alors même que les bombardiers alliés réduisaient les villes allemandes en ruine, alors même que les forces soviétiques avançaient inexorablement depuis l'Est, Goebbels affirmait que l'Allemagne finirait par triompher grâce à sa volonté, à un moral supérieur et à l'effondrement inévitable de la coalition ennemie. En mars 1945, même Goebbels peinait à maintenir l'illusion. Les entrées de son journal de cette période révèlent un homme voyant son monde s'effondrer tout en essayant désespérément de croire à un salut miraculeux. Le 24 mars, le lendemain du début de l'opération de pillage massif de Montgomery et seulement 2 jours après le passage de Patton à Oppenheim, Goebbels écrivit une entrée qui traduisait la crise terminale du Reich. Il consigna que la situation à l'Ouest était entrée dans une phase extraordinairement critique, voire presque mortelle. La formulation prudente révélait sa conscience que l'Allemagne était confrontée à une catastrophe. Goebbels nota les franchissements du Rhin sur un large front et prévoyait les tentatives alliées d'encercler le cœur industriel du RER. Cette évaluation était parfaitement exacte. La région de la RUR abritait les usines, les mines de charbon et les aciéries qui soutenaient l'effort de guerre allemand. Une fois les forces alliées franchies le Rhin au nord et au sud, elles pourraient exécuter une vaste opération d'encerclement qui piégerait des centaines de milliers de soldats allemands et s'emparait du potentiel industriel de l'Allemagne. Sans la RUR, l'Allemagne ne pourrait pas produire d'armes, de munitions ni de véhicules pour poursuivre la guerre. Les entrées du journal du ministre de la Propagande révèlent la dissonance cognitive d'un véritable croyant confronté à une réalité indéniable. D'un côté, Goebbels consignait des évaluations précises des désastres militaires et de l'effondrement stratégique. Il notait que les forces allemandes étaient détruites en détail, que la défense aérienne avait échoué et que le moral des civils s'effondrait. De l'autre côté, il continuait d'exprimer sa confiance qu'un miracle sauverait l'Allemagne. Il établissait un parallèle avec Frédéric le Grand, qui avait fait face à une situation désespérée pendant la guerre de 7 ans, avant d'être sauvé par la mort subite de son ennemi. Goebbels se persuadait qu'une fortune similaire sauverait Hitler si l'Allemagne pouvait tenir encore un peu plus longtemps. Cette pensée délirante était encouragée par Hitler lui-même. Le Führer passait de plus en plus de temps à lire des ouvrages sur Frédéric le Grand et à trouver du réconfort dans le triomphe final du roi de Prusse. Hitler dit à Goebbels et aux autres loyalistes qu'ils devaient avoir foi, que l'histoire offrait des exemples de situations désespérées renversées par des événements inattendus, que la seule volonté pouvait changer le destin de l'Allemagne.
Ces conversations eurent lieu dans le bunker, sous la chancellerie du Reich, tandis que l'artillerie soviétique se rapprochait de Berlin et que les forces américaines traversaient le sud de l'Allemagne. Gerble consigna également sa colère croissante envers les Allemands ordinaires qui n'offraient pas la résistance fanatique qu'il exigeait. Il nota avec indignation que certains citoyens accueillaient les troupes alliées au lieu de se battre jusqu'à la mort. Dans son journal, à la date du 11 mars, il exprima une fureur particulière face au comportement des habitants de sa ville natale de Rio, où un élu local s'était porté volontaire pour servir comme maire sous l'occupation américaine. Gerble écrivit qu'il préparait un plan pour éliminer cet homme à la première occasion. Ce document révélait à quel point les dirigeants nazis étaient déconnectés du peuple allemand qu'ils prétendaient représenter. Les traversées du Rhin ont brisé le dernier espoir. Le récit de propagande que Gerble pouvait construire était devenu obsolète. Il ne pouvait plus prétendre de façon crédible que l'Allemagne tiendrait le Rhin et imposerait une paix négociée. Il ne pouvait plus affirmer que les lignes de ravitaillement alliées étaient étirées à l'extrême, ni que les armes secrètes allemandes allaient renverser le cours de la guerre. Le seul message restant était un appel à une résistance fanatique et désespérée, une exigence que les Allemands se battent jusqu'à la mort pour une cause déjà perdue. De plus en plus, les soldats et les civils allemands refusaient de faire ce sacrifice. Gerble constatait cela avec horreur, mais il ne pouvait pas en saisir la signification. Le peuple allemand avait perdu confiance dans le leadership d'Hitler et voulait la fin de la guerre, quel qu'en soit le prix pour l'idéologie nazie. Les traversées du Rhin, fin mars 1945, ont transformé la situation stratégique en Europe occidentale avec une rapidité stupéfiante. En une semaine, 7 armées alliées avaient franchi le fleuve et établi des têtes de pont sécurisées. Les unités de Wehrmacht restées à l'ouest du Rhin furent détruites ou capturées. Les pertes allemandes lors de la campagne de Rhénanie dépassèrent les 300 000 hommes, dont plus de 200 000 prisonniers. D'importantes quantités de matériel furent perdues ou abandonnées. L'obstination d'Hitler à défendre tout le territoire allemand sans repli stratégique permit aux Alliés de détruire ces armées une à une, plutôt que de les affronter dans des positions défensives préparées. À la fin du mois de mars, les forces alliées étaient en position pour exécuter la campagne finale de la guerre en Europe. Les 1e et 9e armées se mirent en mouvement pour encercler la région du Rhin, piégeant le groupe d'armées B du maréchal Walter Model, fort de plus de 300 000 hommes. La poche de résistance fut systématiquement réduite au cours des semaines suivantes, Model finissant par se suicider plutôt que de se rendre. La 3e armée de Patton et la 7e armée du général Alexander Patch progressèrent vers l'est et le sud-est, en direction du centre et du sud de l'Allemagne, rencontrant une résistance sporadique mais de plus en plus inefficace. La doctrine défensive de Wehrmacht s'était complètement effondrée. Les commandants allemands ne disposaient plus des ressources nécessaires pour établir des lignes de défense cohérentes. Les forces alliées bénéficiaient d'avantages écrasants en matière de puissance de feu, de mobilité et de logistique. Surtout, la supériorité aérienne alliée était absolue. Tout mouvement allemand en plein jour était immédiatement exposé à des attaques aériennes. Les convois de ravitaillement étaient détruits avant même d'atteindre le front. Les renforts étaient mitraillés sur les routes et les voies ferrées. Les commandants allemands ne pouvaient ni concentrer leurs forces pour des contre-attaques, ni replier leurs unités vers de meilleures positions sans subir de pertes catastrophiques. Les soldats allemands préféraient de plus en plus la reddition à la poursuite de la résistance. La défense fanatique exigée par Hitler et célébrée par Gerble ne se concrétisait pas. Les soldats de la Wehrmacht comprenaient que la guerre était perdue et ne voyaient aucun intérêt à mourir pour une cause vaincue. Les officiers qui tentaient d'appliquer les ordres de non-retrait d'Hitler se heurtaient à la mutinerie de leurs propres troupes. Dans certains cas, des officiers subalternes et des soldats arrêtaient ou abattaient leurs commandants pour faciliter leur reddition. La cohésion sociale et la discipline militaire qui avaient rendu la Wehrmacht redoutable pendant 5 ans avaient finalement cédé. L'encerclement et la réduction des poches de résistance les plus rares ont anéanti la capacité industrielle de l'Allemagne à poursuivre la guerre. Même si Hitler avait réussi à créer de nouvelles divisions, mais il ne pouvait plus les équiper. Même si les usines allemandes étaient restées opérationnelles, la puissance aérienne alliée aurait empêché la distribution d'armes et de munitions.
Le Troisième Reich était entré dans sa spirale infernale, et les traversées du Rhin en avaient été l'élément déclencheur. Le commandant suprême Dwight Eisenhower a immédiatement perçu le changement stratégique. Le 27 mars, il a déclaré lors d'une interview que les Allemands de l'Ouest étaient une armée vaincue, incapable de déployer suffisamment de force pour arrêter les Alliés. La traversée du Rhin a marqué la fin d'une phase de la campagne et le début d'une autre. Cette évaluation était tout à fait juste. Le front occidental s'était déplacé à l'est du Rhin et se trouvait à 200 m de Berlin. Le front oriental, avec les forces soviétiques, n'était qu'à 80 km de la capitale allemande. La troisième armée de Patton a illustré la phase d'exploitation rapide, qui a suivi les traversées du Rhin. Ces forces s'emparèrent de Francfort le 26 mars, puis progressèrent rapidement à travers le sud de l'Allemagne. Début avril, la troisième armée avait capturé 300 000 prisonniers et approchait de la frontière tchèque. En chemin, les forces américaines libérèrent des camps de concentration qui révélèrent l'horreur du régime nazi. Patton visita personnellement Ohrdruf, un sous-camp de Buchenwald, et fut si choqué par ce qu'il vit qu'il ordonna à chaque soldat de la région de visiter le camp afin de comprendre ce contre quoi il combattait. L'effondrement stratégique qui suivit la traversée de la frontière par Patton confirma la pertinence de sa philosophie de guerre offensive et mobile. La rapidité et l'audace avaient permis d'obtenir, à moindre coût, ce qu'une préparation minutieuse aurait pu accomplir au prix de pertes bien plus importantes. Cette traversée démontra qu'en mars 1945, la puissance militaire allemande était épuisée. Hitler pouvait désormais donner des ordres. Les gerbes pouvaient exiger une résistance acharnée, mais les Wehrmacht n'étaient plus en mesure de mettre en œuvre une stratégie défensive cohérente. L'aveu de l'absence de réserve pour contre-attaquer à Oppenheim fut le moment de vérité. Tout ce qui suivit fut une conséquence inévitable. L'Allemagne capitula sans condition le 8 mai 1945, 6 semaines